Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je voulais venir à vous aujourd'hui pour vous saluer et pour saluer l'entrée de Jupiter dans la constellation du Scorpion qui se passe aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent. Là, il y a toute une entrée de Jupiter, passe à peu près un an dans chaque constellation. Donc, c'est-à-dire que ce Jupiter qui était en Lion il y a quelques années nous a permis de savoir exactement ce que l'on voulait. Jupiter, c'est une sorte de loupe qui accentue, qui magnifie toutes les choses. Après ça, il est passé en Vierge et donc il nous a montré tous les aspects de notre santé qu'on doit corriger, sur les choses qu'on doit travailler pour obtenir un bien-être personnel. Et puis bon, l'année dernière, il était en balance pour nous donner pour accentuer tout le potentiel de connexion avec le monde extérieur. Et là, il est en train de rentrer en Scorpion pour magnifier notre nature intérieure, notre flamme intérieure, les profondeurs de nous-mêmes. Le Scorpion étant le signe des profondeurs. Et donc voilà, j'espère que on pourra profiter au maximum de cette période de 12 mois à peu près. Et voilà, je voulais parler un peu de ce tableau, parler un petit peu de ces tableaux sur l'astronomie et l'astrologie. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le sujet l'autre jour. Alors c'est des tableaux, par exemple celui qui est derrière moi, c'est des tableaux que j'avais fait en 2013, entre 2013 et 2015, et j'avais placé toutes ces planètes. Bon, au début, pendant plusieurs années, je plaçais les 10 plus grosses planètes du système solaire, et petit à petit, j'ai eu envie d'intégrer d'autres planètes. Alors j'ai intégré toutes les planètes qui avaient déjà un signe astrologique ou astronomique. Donc j'ai choisi cela, mais sans vraiment connaître, je ne suis pas vraiment retourné dans la mythologie. C'est après, c'est ce qui m'a donné un petit peu envie de re-rentrer dans toute cette mythologie pour comprendre l'histoire de pas toutes ces planètes, mais de tous les noms qui sont attribués à ces planètes. Et donc voilà, c'était très intéressant. Donc tout ça s'est fait de manière complètement intuitive, tous ces premiers tableaux. Alors d'abord, je vais vous montrer un petit peu les trois. Je vais bientôt essayer de voir ce que je peux faire dès que je suis installé dans un atelier un peu plus pratique, de travailler sur des grands formats pour cette prochaine série. Alors bon, déjà celui-là, c'est le système solaire avec ses 100 planètes. Je vais peut-être essayer de rentrer un petit peu là-dedans. Je vais le commenter un peu après. Saturne avec quelques-unes de ses lunes. Voilà, alors voilà, le deuxième tableau, c'est celui-là. C'est-à-dire, ils sont très différents, comme vous pouvez le voir, mais ça reste sur le même sujet avec les 5 grandes planètes, là, qui sont les grosses planètes. Et puis le troisième, hop, ici nous sommes dans le troisième. Je vais enlever la lumière, là, peut-être ce sera plus facile pour le voir. Donc ça, c'est le troisième. Et puis il y a deux autres tableaux, ça c'est les tableaux astronomiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés à un passage de transition à l'intérieur de l'astrologie. Par contre, j'ai deux tableaux ici, dont celui-là ici qui représente mon astrologie personnelle, et là je suis en train de travailler sur un deuxième tableau qui représente aussi mon astrologie personnelle, où j'ai intégré une centaine de planètes de plus. Mais bon, le résultat final n'est pas encore fait, donc voilà, je vais essayer un petit peu de commenter sur ce tableau. Alors, déjà au départ, tout en haut, bon, j'ai un peu commenté, là il y a des planètes transneptuniennes, Zeus, Hadès, Poséidon, Chronos, avec Uranus. Ici, ça a été assez difficile de rentrer dans cette partie du tableau était assez difficile. Bon, la planète Inter-Rhamnia, c'est une planète qui nous permet de faire des transitions, c'est tout ce qui transite. Inter voulant dire entre, et Amnia veut dire bassin. Bon, après ça, il y a Ixion ici qui représente une confiance débordante, quelqu'un qui n'a pas peur de rien, c'est-à-dire c'est assez intéressant qu'il soit associé avec Admétos, qui est aussi la défaillance, défaillir les choses, défaillir l'ordre divin des dieux pour essayer d'éviter de mourir. C'était une histoire mythologique. Euphrosyme, c'est tout simplement la joie de vivre, le bonheur. Donc c'est une planète assez importante à activer dans notre réalité. Alors après ici, bon, on rentre pas, c'est un petit peu comme s'il était encapsulé avec Saturne et Jupiter, qui étaient encapsulés avec Uranus et Neptune qui sont au-delà. Alors ici on a Neptune, avec Protéus, Triton et Néred, ici il y a Apollon en bas, le dieu de la lumière, c'est un autre astéroïde. Bamberga qui est un astronome, c'est l'observateur. Alors ici nous avons Chiron, qui est l'une des planètes les plus importantes dans ma charte, qui représente la guérison, la connaissance, l'intégration des blessures passées.
À côté, on voit Pallas. Pallas qui est Pallas Athéna. Je vais essayer de tenir ça comme ça, voilà. Pallas Athéna, qui est la déesse de l'intelligence active. Hein. Vesta en dessous, qui est la planète de l'intégrité. Amor, qui est la planète de l'amour. Une autre planète de l'amour, parce que bon, il y a Vénus quand même. Ici, il y a Orpheus, qui est Orphée, qui est le grand musicien grec. À côté, il y a Eros, qui est une très grosse planète. Elle est presque aussi grosse que Mars, on ne la connaît pas très bien. À côté, il y a Juno, c'est la planète de la famille. Alors ici, bon, on a Mercure, on a Vénus, et ici, je l'ai appelé Terra et Luna. À côté, il y a Bacchus qui est le dieu du vin, le dieu du théâtre aussi. Il a une autre planète qui s'appelle Dionysos, que j'ai intégré dans mes nouveaux tableaux. Après ça, Apollo, c'est aussi Apollon, hein, c'est une autre planète qui est une planète à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes, alors que la planète Apollon est une planète transneptunienne. Alors, du côté, on a Atlantis, c'est en souvenir de cette grande civilisation d'Atlantis. Ici, on a Cérès, qui est là, qui est la planète qui est Déméter, qui est la planète de tout ce qui pousse, de la nature. Hein. Astraea est la déesse de la pureté. C'est une déesse qui est la Vierge. Hein. C'est une des grandes divinités originales. Ici, j'ai mis Mars avec Phébos et Deimos, les deux lunes. Hein. C'est des lunes qui sont instrumentales pour leur civilisation. Une fois qu'on les comprendra un petit peu mieux, on pourra comprendre comment ils se servent de leur lune. C'est assez unique, hein, pour voyager dans l'univers. Des civilisations ascensionnées de Mars. À côté, on a Atropos. Atropos, c'est une des moires. Atropos, c'est celle qui coupe le fil du destin. À côté, il y a Child, c'est l'enfant magique, hein, l'enfant intérieur. Asclepias et Asclepios, c'est le dieu de la médecine. En bas, ici, on a Arachné, celle qui tissait les toiles. Thétis, à côté, Thétis, la grande déesse maritime, la mère d'Achille. Au-dessus, il y a Hidalgo, qui est un centaure, hein, à mon avis. Je ne connais pas toutes, mais Cupido, qui était un associé qui n'est pas à confondre avec Eros, qui est un associé de Aphrodite. Déméter, qui est la deuxième planète qui représente Cérès, et le sens des choses qui poussent, la nature. Circe, c'est celle qui a le pouvoir, c'est une magicienne, c'est celle qui a le pouvoir d'ensorceler, mais bon, c'est aussi une connaissance des plantes, une connaissance... Eunomia, c'est une planète avec qui je travaille beaucoup, que j'essaye de garder activée. C'est une sorte de force qui supervise le fait que la vie se passe dans l'ordre divin. Eunomia étant l'ordre divin, et la lune de Eris, la planète de la discorde, étant Dysnomia, le désordre divin. Alors à côté, on a Eris. Eris, c'est la messagère de Zeus, Eris au pied léger. Au-dessus, on a Fortuna, qui est la planète de la fortune, et Flora, la planète des fleurs, la planète de la victoire. Terpsichore, ici, qui est la muse de la danse. Après ça, on a Psyché, Photographia, Psyché, Pythia, qui était l'oracle de Zeus, après qui est devenu l'oracle de Gaïa, après l'oracle de Zeus, et après l'oracle d'Apollon. On va devoir certainement ramener la Pythie pour qu'on puisse quand même avoir tous ces oracles qui redeviennent disponibles quand on en a besoin, de manière plus officielle, disons, ou même officieuse au début peut-être. Odysseus, c'est le nom de Ulysse. Odysseus veut dire Ulysse en grec, c'est le voyage d'Ulysse, c'est le voyage, le retour à Ithaque, du chaos au cosmos, c'est-à-dire le retour à l'ordre, mais c'est une planète très très dynamique. Au-dessus, il y a Métis, la planète de la sagesse, mais c'est aussi une planète très puissante au niveau de la connaissance magique. Métatron avait dit que c'était son âme sœur. C'est une planète extrêmement puissante, extrêmement importante. Même Zeus avait eu besoin d'elle au début pour arriver à intégrer la sagesse. Saéton, c'était un fils du soleil, hein, c'est ce qui représente dans la mythologie c'est Satan, hein, c'est celui qui avait voulu emmener le feu du soleil partout et qui brûlait tout sur son chemin. C'est-à-dire que c'était un fils de la lumière, mais il n'avait pas la sagesse, il a voulu se rebeller un peu contre l'ordre des choses. Après Siva et Siwa, qui sont ici à unifier, hein, c'est pas seulement... c'est des planètes qui ont plusieurs mythologies, hein, donc bon, mais ça peut être... C'est une sorte de Vénus avec des bras qui s'activent. À côté, il y a Sappho, qui était une prêtresse de l'île de Lesbos, et donc qui représente quelque peu l'homosexualité dans le zodiaque, dans le système solaire, mais qui s'est tué pour un homme, hein, qui s'est
s'est jeté à l'eau, maintenant, enfin, d'après ce que dit l'histoire. C'est quelqu'un qui avait beaucoup produit d'écriture. Après ça, il y a Requiem. Requiem, ça représente une pause, c'est la planète qui nous permet de poser. Urania, à côté ici, Urania représente, c'est la muse de l'astronomie, donc celle qui nous permet de comprendre les astres. À côté, Pandore, c'est la première femme, celle qui est aimée de tous et à qui on a tout donné, mais c'est aussi la boîte de Pandore. C'est-à-dire ne pas ouvrir la boîte de Pandore si on ne veut pas se retrouver débordé par des situations qui nous dépassent. Alors Sisyphe à côté, Sisyphe c'est quelqu'un qui avait trompé les dieux aussi, hein, qui s'était retrouvé à pousser un rocher jusqu'en haut d'une montagne, jusqu'à ce qu'il arrive en haut, et puis le rocher redescend. C'est l'idée de la répétition, des choses ennuyeuses qui se répètent. Panacea, c'était la grande déesse qui connaissait tout le secret des plantes et qui venait pour aider les hommes à guérir. Icare, c'était le fils d'un inventeur qui avait créé, son père lui avait créé des ailes pour s'échapper. Il avait échappé je crois que c'était le labyrinthe de Minos, mais seulement il avait voulu aller trop dans le soleil, ses ailes avaient fondu, donc c'est vraiment un peu trop il faut essayer de rester à sa place. Beaucoup de la mythologie grecque explique que les dieux sont des dieux, les hommes sont des hommes, mais chacun doit rester à sa place. Bon, cela dit, maintenant nous avançons vers quelque chose de beaucoup plus intégré, où on peut réintégrer notre nature divine, et donc on peut réintégrer certains des caractères et des attributs de ces planètes. Les planètes sont là pour nous rendre nos pouvoirs. Ornamenta, c'est une très très belle planète, c'est une planète qui est complètement hypnotique. Quand on la regarde, elle est tellement belle qu'elle est hypnotique. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à travers l'œil de votre esprit, un jour on me l'a montré, elle est magnifique. Alors Tantalus, c'était aussi un autre supplice, c'était quelqu'un qui était un peu fou, quoi, qui avait voulu donner son fils à manger aux dieux, mais les dieux s'en étaient aperçus, et donc il l'avait envoyé dans les Tartares en enfer avec le supplice de Tantale, où il a toujours faim, toujours soif, mais il n'arrive jamais à attraper aucune nourriture et rien à boire et à manger, donc il est constamment assoiffé et affamé. Le sphinx, c'est celui qui pose les questions, c'est un peu l'intrigue, c'est-à-dire c'est un peu les tests dans la vie. Hein. Hygiea, c'est un fils d'Asclepios qui est aussi connecté à la santé. Asclepios, Hygiea, qui vient d'hygiène, donc c'est vraiment aussi la prévention de la maladie. Némésis, ici, Némésis, c'était une fille de la nuit, qui était la déesse de la nuit, et elle avait créé cette magnifique déesse, et Zeus était tombé amoureux d'elle, il la poursuivait jusqu'au jour où il a réussi pour lui échapper. Elle se transformait constamment en toutes sortes de formes, et un jour elle s'était transformée en oie, et s'est transformée en jarret, et c'est comme ça qu'il a réussi à copuler avec elle, et donc c'est comme ça que Hélène, la reine de Sparte, est née dans un œuf. Hein. Donc voilà, c'était la mère d'Hélène et de Zeus. Hein, Hélène étant. Donc voilà, Némésis, ça c'était. Après ça, ici on a Ophélia. Ophélia, c'est la reine des fées. C'est la reine des fées, donc c'est le domaine magique. Hein. Niobe, c'était quelqu'un qui avait 12 enfants et qui se vantait. Bon, c'est une histoire, elle a été transformée en fontaine parce qu'elle se vantait que ses enfants étaient plus beaux que celles de Leto, plus beaux qu'Apollon et Artémis, et donc bon, les dieux ont fini par tuer tous les enfants de Niobe, sauf une, et elle pleurait tellement que les dieux ont eu de la compassion, ils l'ont transformée en fontaine. Après ça, Proserpina, c'est la déesse, c'est Corée, c'est-à-dire c'est la déesse Perséphone, qui a une autre planète ici, Perséphone. Et Proserpina, c'est le nom latin, c'est la dame de lumière qui est emprisonnée dans les enfers. Héra, c'est la femme de Zeus, c'est la déesse du foyer, de la famille, c'est le même symbole que Juno, c'est une deuxième planète qu'elle a. Isis, c'est la mère, c'est la lune, c'est aussi la mère de la race humaine, hein. C'est une planète, une déesse très importante, avec une planète qui a beaucoup d'influence aussi. Lélès, c'est une planète qui est beaucoup utilisée par beaucoup d'astrologues, qui représente la nature fugueuse de la nature féminine, quoi, la femme insoumise, indomptée, qui a besoin de s'exprimer de manière de manière un peu excentrique, disons, par rapport à ce que l'on peut attendre de la nature féminine. Donc c'est une force assez wild, comme on dit en anglais.
À côté, il y a Minerva. Minerva, c'est Athéna, Pallas Athéna, c'est la déesse de l'intelligence active, de la sagesse aussi, hein. C'est une déesse très puissante. Au-dessus, Cassandre, c'est tout simplement, enfin, c'était une Troyenne, hein, Apollon était tombé amoureux d'elle, mais il lui avait donné le don de voir le futur, mais vu qu'elle s'était refusée à lui au dernier moment, elle découvrait le futur, mais personne ne croyait vraiment à ses prédictions. Donc c'est la planète qui dit non. Quand il y a une planète qui vous dit non, écoutez-la. Généralement, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose à... il vaut mieux suivre la direction des planètes plutôt que essayer d'aller à contre-courant. Après ça, Cloto, c'est la jeune moire, c'est la plus jeune, c'est celle qui tire le fil du destin. Et Lacéchis, ici, c'est la troisième des moires, c'est celle qui tend le fil du destin. Après ça, ici, on a Hécatée qui était une déesse assez paisible au début, qui est devenue beaucoup plus turbulente après, hein. C'est une sorte, le symbole, c'est une lune qui transporte le drapeau. Perséphone, bon, c'est la femme de Hadès, c'est celle qui vit en été sur Terre et en hiver dans les enfers avec Hadès. Hébé, c'est la déesse de la jeunesse éternelle, hein. C'est la vie éternelle, c'est celle qui prépare le nectar et l'ambroisie, qui permettent aux dieux de rester éternellement en bonne santé, enfin jeunes éternellement, garder leur pouvoir. Donc Hébé est une planète très très importante. J'ai réintégré une nouvelle planète là, qui s'appelle Ambroisie, qui est pas mal, je l'ai dans ma charte astrologique, elles sont conjonction, Hébé et Ambroisie sont en conjonction, je crois, en Sagittaire. Après ça, il y a House, qui est une planète qui représente quand même un peu, qui représente la maison, la stabilité, qui peut représenter aussi le corps physique, hein. Après ça, il y a Hopi. Hopi, c'est la planète des Indiens d'Amérique, c'est le grand esprit, c'est une planète magnifique aussi, les Indiens d'Amérique, il faut savoir, étaient quand même, sont une race, une civilisation qui est extrêmement avancée. Ils n'ont aucun impact sur l'environnement, ils arrivent à avoir une vie très heureuse et ils vivent dans des cercles plutôt que dans des carrés. Donc déjà, ils ont un petit peu un avantage sur la compréhension du monde de l'énergie par rapport à nous qui vivons dans des mondes, dans des espaces rectangulaires. Bon, alors ici, après ça, bon, il y a Uranus, hein, bien sûr, Uranus qui est moi je trouve vraiment très très beau le dessin ici. Uranus avec les lunes, c'est un peu une planète assez mystérieuse, Uranus, je ne connais pas très très bien. Bon, Saturne qui est la plus belle planète du système solaire, c'est un endroit absolument magnifique. Ici j'ai mis quelques lunes, Mimas, Tétis, Enceladus, Dione, Rhea, Titan, font partie de la famille originale des 12 titans. Il y avait 12 titans et 12 olympiens originellement. Ici, je représentais Jupiter. Alors, Jupiter a 63 lunes, hein, il y en a plein, il y a plein de lunes. Il y a aussi une lune qui s'appelle Métis, il y a une lune qui s'appelle Io, mais il y a aussi une planète qui s'appelle Io. Ici, elle a une lune qui s'appelle Europa, mais il y a aussi une lune, un astéroïde qui s'appelle Europa. C'est des planètes différentes, hein. Ganymède et Callisto, bon, c'est des êtres... Io était une prêtresse du temple d'Héra, hein, qui avait été séduite par Zeus. Europa avait été enlevée par... c'est la fille d'un fleuve qui avait été enlevée par Zeus quand il s'était transformé en taureau blanc avec des cornes dorées. Et puis quand elle a sauté sur son dos, il est parti. Ganymède aussi, c'était un jeune homme qui avait été enlevé par Zeus, qui avait été envoyé sur l'Olympe pour travailler avec Hébé dans la préparation du nectar. Et Callisto, c'était une nymphe aussi qui avait fait prisonnier Ulysse. Elle voulait garder Ulysse dans son île dans le voyage d'Homère. Ici, Volcanus, c'est une planète transneptunienne. Il y en a une autre qui s'appelle Dionysos, que j'ai intégré dans ma charte. Bon, ici, c'est son symbole, hein, c'est le dieu de la forge. Ici, il y a Pluton, le roi des enfers, avec Charon, qui était c'est 5 lunes. Hein, ici, c'est Charon qui était le passeur de la rivière, pour passer entre le domaine des morts et le domaine des vivants. Nyx, qui est la nuit, hein, Nyx, c'est la nuit, et Styx, qui est la rivière qui sépare ces deux domaines, hein, domaine astral, ce que toi t'appelles le hall de la Mentide, hein. Après ça, on trouve Hydra, qui était une sorte de monstre connecté aux enfers, et Kerberos, qui est le chien à 3 têtes qui garde les enfers. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de toutes ces planètes ici. Pour parler un petit peu de ces planètes très brièvement, j'ai commencé à en intégrer pas mal en plus, donc ça me permet de continuer à ouvrir
ma pensée sur certaines de ces planètes et continuer à travailler avec jusqu'au moment. Moi, généralement, je sens quand il y a une planète où on m'informe, quand il y a une planète qui m'envoie son énergie, on m'informe de ce qui se passe, et donc ça me permet d'être plus conscient sur le... Ah, j'ai oublié ici, je voyais, il y en a une qui est importante qui s'appelle Ibris. Alors Ibris, c'est tout ce qui est en trop, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on doit se débarrasser. L'oracle de Delphes, c'était soyez vous-même, rien de trop. Puis après il y avait le signe E qui signifie 5 ou qui signifie, enfin c'est un triple oracle, mais enfin Ibris, c'est tout ce qui est en trop, tout ce qui n'est pas nous-mêmes, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous accable, tout ce qui dépasse le cercle de ce qu'on a besoin, et donc toutes ces choses doivent être, c'est tout ce qui est en trop. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près, j'ai parlé un petit peu de toutes les planètes qui étaient dans ce tableau. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je représentais le soleil au centre comme un yin et un yang, avec d'ailleurs un œil on peut voir qu'il a son œil, le soleil a son œil tourné vers Saturne qui est le Chronos, le temps, qui est le grand enseignant, le seigneur du karma. C'est lui qui gère tous les cycles temporels du système solaire. Ici, il est représenté avec une sorte de couronne assez sympathique, avec un petit sourire au coin de lèvres, qui est le logo divin masculin et divin féminin du soleil, qu'on peut attribuer... chez les Grecs, c'était Hélios. Hein. Hélios, le fils de Hyperion, et avec Aurore et la Lune, c'est l'aîné, mais ici c'est plutôt, ce serait plutôt dans le contexte des logos solaires positifs et masculines, du style Solaris Solara, ou Hélios et Vesta aussi peuvent être reconnus comme étant des logos solaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, et puis je reviendrai à vous prochainement. Namasté.